Salut à tous! Partir 4 mois et demi en croisière avec 2 enfants de 7 et 8 ans, c'est génial. Mais la question qui revient tout le temps, sur les réseaux ou même à bord sur le bateau, et qui nous a fait un peu stresser au début, c'est comment on gère l'école. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter comment on a préparé ce projet étape par étape, de l'annonce à l'école jusqu'à la réalité du terrain une fois à bord. Petit disclaimer avant de commencer, ici je vais vous parler de notre expérience et ce qui s'applique à nous ne s'applique pas forcément aux autres enfants du bord. Tout a commencé bien en amont de la croisière par l'annonce à l'école et la prise de renseignements sur les formalités qu'on devait remplir pour pouvoir faire ce voyage en toute légalité. Alors l'annonce à l'école, moi je l'ai fait super tôt parce que j'ai eu l'occasion. Je pense qu'on avait réservé le voyage depuis peu de temps, donc c'était 2 ans avant le départ. Poser la question de si on part en voyage pendant plusieurs mois, comment ça se passe? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est possible? Et l'accueil de la directrice de l'école a été tout de suite très bon. Donc ça enlève un gros poids de savoir que l'école nous suit, c'est pas toujours le cas, il faut le savoir. Après cette prise de température, j'en ai plus reparlé. J'ai pris des renseignements auprès du rectorat 1 an avant le départ pour connaître du coup les démarches légales qu'on devait faire, s'il y avait des choses précises à faire, si on avait des comptes à rendre. Et là encore, la réponse m'a surprise, mais nous a grandement facilité la tâche puisque du fait de la durée de notre voyage, donc puisqu'on part plus de 3 mois et qu'on part à l'étranger, eh bien on n'est plus soumis à l'obligation d'instruction. Donc tout dépend de nous. En gros, on m'explique que les enfants vont être radiés du système français, ils vont être radiés de leur école. Nous, on est à l'étranger, donc on ne dépend plus des règles françaises. On doit juste justifier au moment du départ du fait qu'on est vraiment parti à l'étranger. Et à notre tour, on appelle la mairie comme si on venait d'emménager dans la ville pour réinscrire les enfants à l'école. La dernière étape, ça a été d'en parler aux enseignants. Donc j'ai attendu forcément leur rentrée actuelle. Donc j'ai attendu septembre 2025 pour pouvoir rencontrer les enseignants concernés par notre absence. Une première fois pour leur expliquer le projet, leur expliquer ce qu'on allait faire. Comme la directrice 1 an avant, les enseignants ont été super motivés par le projet. Donc on a parlé de comment il fallait que je m'y prenne, de ce qu'il fallait que je fasse. Et pour essayer d'accompagner les enfants au mieux. Encore une fois, j'ai été plutôt surprise par l'accueil fait par les enseignants. J'étais très stressée, j'avais préparé pas mal de choses que je voulais leur montrer pour voir si c'était adapté, pour proposer un rythme, voir ce qu'il fallait qu'on étudie ou pas. Je voulais faire avec eux un bilan de où en étaient les enfants et où je devais aller. Et alors ils ont été super sympas, ils m'ont très bien accueilli, mais ils m'ont fait redescendre en pression très rapidement en me disant: vous savez, le plus important c'est qu'ils profitent de leur voyage, ils doivent se souvenir de tout ce qu'ils vont voir. Pour eux c'est une école de la vie, c'est une expérience incroyable qu'ils vont vivre et ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils en profitent au maximum. Donc malgré tout, on part pas pour 1 an, 2 ans, 3 ans, on part que pour 4 mois. Au mois de mai, les enfants ils vont réintégrer leur classe et donc l'idée c'est quand même que ils soient pas complètement largués quand ils reviennent. Les enseignants m'ont dit il faut un suivi en français et en maths. Donc lors d'un deuxième rendez-vous, juste avant les vacances de Noël, donc au moment où les enfants allaient quitter l'école, ils m'ont dit où ils en étaient et ils m'ont donné le programme de où ils allaient jusqu'à la fin de l'année, puisque globalement on revient fin mai, début juin, donc ils m'ont dit qu'il fallait que je termine à peu près le programme. Le point sur lequel ils ont insisté, c'est surtout de dire vous devez choisir un rythme de travail quand vous serez à bord et vous devez vous y tenir. Le plus important pour les enfants, c'est que ce soit pas 4 mois de vacances, ce soit pas 4 mois où ils oublient que dans la vraie vie, quand ils vont revenir, il y aura un rythme à tenir.
Donc en résumé, pas de pression. On essaie de continuer à bosser un peu le français et les maths. Tout le reste, ben, ils vont l'apprendre différemment. Et c'est vrai. Je vais vous le développer un petit peu après, mais il y a les classes que je leur donne. Et il y a plein d'autres moments où ils apprennent énormément de choses, donc des choses différentes par rapport à leurs copains de classe, mais où ils apprennent des choses malgré tout. Donc sur le papier, avant de partir, le plan d'action, c'était de se dire, les matins en mer, on fait l'école, les jours d'escale, on est tranquille. On avait calculé que on avait 70 jours en mer. C'est largement équivalent au nombre de jours de classe des enfants à terre. Quand on enlève tous les week-ends, les vacances et tout ça, ben, il reste un peu moins de jours et il n'y a pas 4 mois et demi complets d'école. Donc les jours en mer, les matins, on travaille. Peu importe le jour de la semaine, et d'ailleurs on a complètement perdu la notion du temps, donc je serais incapable de vous dire si aujourd'hui on est mardi, mercredi, dimanche. Peu importe le jour, si on est en mer, le matin, on travaille. Ensuite, en ce qui concerne les contacts avec l'école, donc comme je vous le disais, l'école m'a pas mis une grosse pression de toute façon sur le programme. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a emmené des cahiers, type cahier de vacances, cahier de soutien scolaire, les tout en un CE1, tout en un CE2, mémo maths, des cahiers que j'ai trouvé soit en librairie, soit d'occasion. Je préférais partir avec dans l'idée qu'on soit autonome sur le travail parce que la connexion n'est pas garantie, le décalage horaire est énorme. Je voulais pas compter sur le fait qu'on m'envoie des choses. Et au-delà de ça, je voulais pas imposer aux enseignants ou à un parent d'élève ou à quiconque la tâche de nous envoyer régulièrement les devoirs ou les documents parce que c'est notre choix de partir, donc on va pas augmenter la charge de travail de l'enseignant ou prendre du temps à un parent pour nous envoyer des choses. Donc l'idée de base c'était d'être complètement autonome. Au final on nous envoie des choses par mail, qu'on utilise ou pas, ça dépend, mais on a tout ce qu'il faut pour travailler. Les enfants, avant le départ, avaient été briefés donc sur comment on allait faire, quand on allait faire, et sur le fait qu'on ferait peu, mais qu'il fallait que ce soit bien fait et fait sérieusement. Bon, ça c'était l'idée avant de partir. Concrètement, comment ça se passe à bord? Donc là, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est parti. On a eu pas mal de jours en mer déjà. Et donc, on a un bon recul sur la théorie et la pratique. Alors, j'étais pas très angoissée parce que mes enfants sont plutôt des bons élèves, ils n'ont pas de difficultés particulières. Et en termes de comportement, ils ont toujours été décrits comme des enfants plutôt volontaires, travailleurs, pas contestataires, pas turbulents. Bon, ça c'est à l'école avec leurs enseignants, parce que sur un bateau avec leur mère, c'est pas tout à fait pareil. Je vais pas vous montrer des vidéos d'enfants angéliques en train de travailler calmement et de regarder la mer et l'horizon. La réalité sur le terrain est un peu moins idyllique, on va pas se mentir. Le premier défi, c'est la quête impossible d'un lieu calme sur le bateau pour travailler. Première solution, les salons et les ponts du bateau. Donc il y a de la place, il y a de la lumière, mais il y a aussi beaucoup d'animation. Il y a du bruit, il y a de la musique, partout, tout le temps. Il y a les passagers qui nous voient travailler et qui viennent poser des questions. Il y a ceux qui nous connaissent et qui viennent discuter. Donc c'est dur de maintenir la concentration. Les quelques endroits calmes du bateau ont disparu quand le bateau a été rénové au profit du yacht club. L'autre solution qui paraît la plus logique, c'est de travailler dans la cabine. C'est ce qu'on fait parfois. Mais moi, c'est pas ce que je préfère. Ça reste une petite cabine. C'est plutôt tristounet de rester dans la cabine pour faire l'école. Déjà que c'est pas un moment hyper fun. Donc le faire là, c'est vraiment en dernier recours si les enfants sont trop dissipés. D'autant que donc on fait l'école le matin
Et le matin, c'est aussi le moment où les cabinistes interviennent pour faire les cabines. Donc on se sent vite de trop. Parce que si on squatte la cabine toute la matinée, elle peut pas avancer dans son travail. Et c'est gênant en fait. Défi numéro 2, le crash test de la patience. Maman n'est pas une maîtresse. Maman en avait parfaitement conscience avant de partir. Expliquer 3 fois la même règle de grammaire à des enfants qui comprennent rien ou qui font semblant de pas comprendre, alors que je pourrais être en train de lire un livre ou en train de siroter un cocktail, clairement, ça m'a... Et le pire, c'est que les enfants en ont pleinement conscience aussi, donc ils en jouent. Donc, clairement, vu que j'ai pas eu la pression des enseignants, je ne me mets pas la pression. En fait, au début du voyage, c'était l'aventure, ça les faisait rire de faire l'école avec moi. Et, ça se passait plutôt bien. Et puis, à force du déroulé du voyage, c'est de plus en plus un bras de fer chaque jour. On est passé de on fait peu mais on le fait bien à on fait ce qu'on peut avant le début de la crise. J'ai pas la pression de l'école, j'ai pas la pression des enseignants, donc je lâche prise complètement. Et puis sur les faits de faire que du français et des maths, c'est pareil, j'ai un peu levé le pied. Dans les cahiers qu'on a achetés, il y a aussi de l'EMC, de l'histoire, des sciences. Donc on varie les lieux où on fait la classe, on varie les durées et on varie aussi les matières qu'on fait. Ouais. Et après, moi, je misais dès le départ et je mise encore plus sur les enseignements indirects que les enfants peuvent recevoir. Donc, par exemple, les matins en mer, pas tous, mais pas mal. Il y a un maître de conférence qui fait des conférences sur alors les pays où on passe, notamment. Donc de l'histoire, de la culture, de la géographie. Aussi, il fait des conférences des fois sur des thèmes. Par exemple, la dernière fois, il y avait une conférence sur Frida Kahlo. Demain, il y aura une conférence sur les us et les coutumes et le body language dans les autres cultures que la nôtre. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles j'oblige les enfants à participer parce que pour moi, ça vient compléter complètement leurs apprentissages et d'une manière un peu ludique et fait par quelqu'un d'autre. Et sur cette croisière, et c'est pas le cas de toutes les croisières, pour avoir parlé pas mal avec d'autres familles qui ont déjà fait des tours du monde, on peut vraiment compter sur le Kid Club qui cette année a mis plein de choses en place pour les enfants. Donc ils ont tous les matins des ateliers créatifs. La cabine est devenue en un mois une vraie galerie d'art. Moi, ils adorent ça, donc c'est génial. Ils ont aussi du sport. Ils ont des cours de langue, donc là ils ont commencé à faire de l'espagnol. Ils ont aussi des mini-conférences, les mêmes que celles que nous on a pour adultes, mais version un peu plus ludique et fun pour enfants. Et ils ont aussi des ateliers musique, des ateliers peinture, des ateliers de sciences, je sais plus, des cours de yoga. Il y a vraiment énormément de choses qui sont mises en place par le Kid Club qui viennent compléter tous les apprentissages. Et mis bout à bout, je pense que vraiment ils apprennent des choses. Donc voilà, partir 4 mois et demi avec des enfants en tour du monde, c'est possible. C'est pas forcément facile, après tout dépend des enfants. Hein. Je pense qu'il y a des enfants qui sont vachement plus enclins à travailler, c'est pas le cas des miens. Moi, je suis pas très encline à travailler non plus, hein. Clairement, je préfère être ailleurs qu'à être en train de leur faire l'école, donc c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir malgré tout, c'est que c'est pas 4 mois dans une scolarité qui va changer la donne, qui va complètement les mettre en échec scolaire. Quand bien même ils n'ont pas des apprentissages classiques, ils apprennent beaucoup de choses. Ils apprennent des choses différentes, mais ils apprennent. En un mois, nous, on les a déjà vus évoluer d'une manière incroyable.
Après tout ce que je viens de vous dire, vous vous demandez peut-être si ça vaut le coup. Est-ce qu'on ne devrait pas attendre que les enfants soient plus grands? Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça plus tard? Moi, je vous dirais qu'il faut se lancer et qu'il ne faut pas hésiter. Alors oui, parfois c'est dur. Oui, parfois c'est fatigant. Oui, ils vont pas vouloir travailler. Ils vont mettre notre patience à la rude épreuve parfois. Peut-être qu'en 4 mois et demi, ils vont un peu stagner sur leur apprentissage scolaire, mais ils vont gagner d'autres choses, ils vont gagner en autonomie, ils vont gagner en ouverture d'esprit, ils vont gagner en vivre ensemble. Donc si vous hésitez voilà, à partir parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur des apprentissages scolaires ou parce que on vous fait des remarques sur le fait que c'est pas leur rendre service, oubliez tout ça, décomplexez. On n'est pas des profs, on est des parents, mais on est des parents qui font découvrir le monde à leurs enfants. Et ça, je pense que c'est vraiment un cadeau incroyable à leur faire. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis, si vous avez des astuces pour que j'arrête de m'arracher les cheveux, pour leur apprendre leur table de multiplication, n'hésitez pas à me donner toutes vos astuces en commentaire et à vous abonner. Je vous promets que je vais essayer de poster des choses. On m'a fait remarquer que je postais pas beaucoup sur YouTube. La raison, elle est simple. Mon forfait internet ne me permet pas de poster sur YouTube. Donc, je peux poster qu'une fois à terre. Et quand on est à terre, on a 1000 expériences à vivre. Et du coup, je prends pas le temps de le faire. J'y pense pas. Mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner malgré tout. Et il y a d'autres choses qui vont suivre.